Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour le Texama Show numéro 67, fini l'heure 66, nous avons fini d'éliminer les news non intéressantes, maintenant nous passons aux news intéressantes. Première news un petit peu au niveau de la chaîne, alors j'ai décidé un petit peu d'arrêter la série genre l'instant spatial parce que le problème c'est que je trouvais que ça se démarquait trop du reste de la chaîne, parce que c'est une chaîne très technologique. Je suis surtout centré au final sur les ordinateurs, les smartphones, enfin tout ce qui est un petit peu genre grand public, vous voyez. Alors que les fusées, c'est plus genre un domaine spécifique à côté. Et je me dis qu'il y a d'autres chaînes au niveau français qui le font déjà très bien et que du coup, c'est peut-être. J'essaie peut-être trop de me lancer dans trop de trucs différents en fait, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je continuerai de faire des petites news dans le Texama Show à propos de tout ce qui est l'espace et tout ça, hein, comme je le faisais avant, mais du coup je ne ferai plus l'instant spatial. Du coup, si vous avez des chaînes que vous aimez vraiment bien au niveau justement de l'espace, qui ne traitent que ça, que c'est 100% news espace, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serais curieux de moi-même d'en découvrir parce que je suis surtout des chaînes anglaises. Par exemple, je suis Everyday Astronaut, même si c'est un assez gros fanboy SpaceX. J'aime beaucoup la chaîne de Scott Manley, qui est... en plus, il a une voix très manly. Il porte bien son nom, hein. C'est un mec en fait qui travaille chez Apple et qui fait des vidéos sur l'espace. Et franchement, elles sont hyper bien travaillées à chaque fois. Ces vidéos, il explique extrêmement bien. Elles sont vraiment bien. Franchement, si vous parlez anglais, allez les voir. Et puis, je suis d'autres chaînes un peu euh, différentes et tout ça. Il y en a une qui est pas mal. Je me souviens un peu exactement de son nom. C'est un mec barbu qui, d'ailleurs, est toujours devant un fond vert. Assez jeune, hein, le mec, genre, il explique à chaque fois très bien. Et à chaque fois, il enchaîne. Bien souvent, en fait, il parle d'un sujet et il amène un autre sujet dans ce sujet-là, et du coup, c'est à chaque fois l'épisode d'après dans la série de vidéos. C'est assez intéressant. Il y a aussi Curious Droid. C'est un drôle d'anglais avec des chemises à chaque fois bizarres, genre vraiment bizarres à chaque fois, qui fait des vidéos sur l'espace. Elles sont vraiment bien, ces vidéos. Ce qui est assez marrant, c'est que sa chaîne avait débuté avec des vidéos un peu, genre, vraiment clickbait, genre, le, le plus gros crash de l'histoire. Et c'était genre, il expliquait un peu plus de façon clickbait à cette époque-là, mais genre maintenant il fait vraiment du très bon contenu, très sérieux, tout ça. Donc c'est assez bizarre de voir l'évolution des chaînes des gens. Mais bon, bref, voilà un petit peu les chaînes que je suis moi au niveau anglais en tout cas. Si vous en avez au niveau FR, je suis toujours curieux. Aussi une autre news, c'est qu'on a le concours de la semaine, enfin le concours du mois Rocket Stream. Donc si vous ne savez pas, chaque mois on fait un petit concours avec Rocket Stream. Donc cette fois-ci vous aurez la possibilité de gagner un clavier et une souris. Du coup je vous mets le lien dans la description vers le concours Twitter. Bonne chance à tous, je suppose. Bon, allez, du coup, c'était à peu près tout pour les news de la chaîne. Maintenant, on va passer aux véritables news de la semaine, les véritables vraies news, parce que là, moi, c'est plus genre update de la chaîne. Première news, c'est au niveau de Facebook qui a son stock, donc le stock, c'est sa valeur boursière, qui a diminué de littéralement 20% à cause de. Alors, vous pourriez vous dire, ah, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de revenus ou autre chose. Pas vraiment en fait, c'est surtout dû au fait que les revenus ont ralenti. En réalité, ils étaient pas très loin d'atteindre leur objectif de revenus. Je sais pas si Dombi, j'avais vu cette news un petit peu partout, donc j'ai surtout pris cet article comme référence, mais bon, apparemment, ils ont à peine, mais vraiment à peine loupé leur objectif de revenus. Et pourtant, les investisseurs se sont jetés en mode, oh, vendons nos actions et tout ça, c'est la fin ou autre chose. Alors, en réalité, c'est réaliste. Le truc, c'est que Facebook est dans pas mal d'ennuis depuis des mois, même des années limite. Il y a eu évidemment tous les soucis que les gens commencent à se plaindre de la plateforme. Il y a eu les soucis de fake news. Il y a eu les soucis de aussi tout simplement de la concurrence, hein, parce que voilà. Heureusement, un de leurs concurrents c'est Instagram et genre ils possèdent Instagram, donc ça va encore. Et puis récemment, ils ont eu aussi d'autres soucis de controverse avec Mark Zuckerberg, encore qui a fait des commentaires très étranges sur des. Par exemple, j'avais parlé d'Infowars, et bien par exemple, Infowars continue de pouvoir exister sur Facebook malgré que des fois, ils ont littéralement des vidéos où ils mettent en danger les gens en fait dans les vidéos en disant que cette personne-là est horrible à essayer de tuer vos enfants, à les limites de l'agresser ou autre chose. Mais vraiment, hein. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. En gros, en plus, Mark Zuckerberg a dit que par exemple Infowars ne faisait pas de mal, en gros. Genre, mais je suis en mode, non, si. Genre, quelqu'un qui raconte des trucs très extrémistes comme ça,
et des trucs vraiment délusionnels, hein, parce que je vous rappelle, cet homme croit que le gouvernement américain met quelque chose dans l'eau pour rendre les grenouilles gays, hein. Voilà, je tenais à le préciser. Donc oui, non, ce mec fait des dégâts, clairement. Mais à des gens, évidemment, qui avaient déjà des dégâts au cerveau, certainement. Mais bon, à cause de ça, c'est un truc qui se mélange, c'est tout qui se mélange ensemble et vraiment les gens commencent à en avoir marre de Facebook, en fait. Du coup, ben, le ralentissement de revenus, c'est surtout dû aussi à ça. Il y a moins d'utilisateurs, en fait, qui viennent sur la plateforme. Il y en a toujours, hein, la plateforme continue d'évoluer, hein. Après, je pense que ça évolue surtout aussi sur de nouveaux marchés qui n'ont pas forcément quelque chose à voir. Faut pas oublier que ben, on oublie souvent, surtout sur Internet, que nous on voit la communauté FR, on voit la communauté anglaise. Vous voyez, c'est un peu, pour nous c'est ça Internet. Genre on a les youtubeurs français et on a les youtubeurs anglais. Sauf qu'il y a plein de youtubeurs espagnols, des énormes youtubeurs espagnols. J'avais été à Mojang pendant l'été, voir Mojang et tout ça, les employés Mojang, et il y avait un youtubeur brésilien avec 20 millions d'abonnés. Et tu vois, le mec, il est juste normal, quoi. C'est un mec normal. Il a 20 millions d'abonnés. Et je ne le connaissais pas, évidemment, parce qu'il était youtubeur brésilien. Et là, c'est en portugais, en plus, la langue. Donc, c'est différent encore. Et il y a des énormes youtubeurs espagnols aussi dans ce genre de cas. Il y a aussi des youtubeurs japonais, il y a des youtubeurs allemands. Et du coup, un truc qu'on oublie, oui, c'est qu'il y a d'autres marchés qui évoluent. Malgré que je pense, très honnêtement, qu'au niveau anglais et tout ça, Facebook doit se maintenir, mais ils doivent quand même gagner des utilisateurs, mais ça doit plus être aussi bien qu'avant. Là où ils grandissent vraiment, c'est sur les nouveaux marchés, peut-être l'Inde, justement le Brésil ou autre chose, quoi. Donc, c'est pas très étonnant qu'ils continuent de grandir. Le problème, c'est vraiment le fait que, pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, ils n'ont pas atteint leur objectif de revenus et d'utilisateurs. Et pour les investisseurs, et je pense pour beaucoup de gens, ça marque un tournant un petit peu dans l'histoire de Facebook où vraiment, c'est genre, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, ça commence. C'est le début, selon moi, d'un déclin, clairement. Après, ne vous inquiétez pas pour Facebook, ils ont encore d'argent et de moyens et aussi d'autres compagnies. Instagram fonctionne hyper bien. Même Instagram apparemment s'approche des revenus ou même a dépassé les revenus Facebook, du site vraiment Facebook, juste pur Facebook, hein, pas les trucs à côté. Donc ça veut dire que Instagram rapporte plus d'un point de vue publicitaire que Facebook. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. C'est aussi dû au fait que Instagram, les pubs sont mieux intégrées et aussi plus visuelles, parce qu'une pub vraiment ressemble à un post Instagram, donc c'est une vraie pub, alors que des fois sur Facebook c'est un peu des trucs planqués et tout ça, donc c'est pas des pubs d'aussi bonne qualité en quelque sorte. Mais bon, donc oui, ne vous inquiétez pas pour Facebook, ils ont encore plein de trucs, mais je tenais juste à marquer ce virement et tout ça, parce que selon moi c'est un moment important de l'histoire d'Internet. C'est pas vraiment une histoire. Enfin si, c'est l'histoire, mais c'est pas... Je sais pas si on verra ça dans des livres historiques. En cette date du je ne sais quel août du mois de juillet, Facebook a perdu des utilisateurs, ce qui a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'ère informatique ou je ne sais quoi. Non, on ne verra pas dans les livres d'histoire, certainement. Peut-être. J'espère que pas, en fait. Ce serait un peu triste de voir Facebook dans les livres d'histoire comme un truc important. Enfin, moi je trouve personnellement. Ensuite, une petite news d'update au niveau du MacBook Pro. Donc, si vous vous souvenez pas, le MacBook Pro avait des problèmes de surchauffe au niveau de son modèle, surtout Core i9. Alors, je tiens à le préciser, mais je l'avais dit hein, normalement dans le dernier Texama Show, les MacBook Pro ont toujours eu des petits problèmes de surchauffe. C'est garanti. Je veux dire, même des ordinateurs portables Windows, même des gros ordinateurs portables, il y a un moment, juste vous dépassez la capacité de refroidissement de l'ordinateur portable, il va se limiter un peu en fréquence. Sur les MacBook Pro, ça va aller encore, mais c'est vraiment sur le Core i9 où ça a atteint un niveau où c'était juste, comme je vous l'ai dit, la version Core i7 avait des meilleures performances, quoi, donc c'était assez ironique. Eh bien, le truc, c'est qu'apparemment, non, Apple a fixé le problème via une mise à jour firmware qu'ils ont passé par une mise à jour macOS X, et du coup, ça a fixé le problème. Alors, il y a toujours un petit peu des baisses, évidemment, ce Core i9 ne peut pas atteindre, et je tiens à le préciser, mais ce Core i9 peut normalement booster jusqu'à plus de 4 GHz,
il peut pas le faire là dans le MacBook parce que c'est un MacBook quoi, il s'est pas assez refroidi. Mais maintenant, il maintient ses 2,9 GHz de fréquence de base, donc ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en auraient acheté. C'est aussi je trouve quelque chose de... Pour une fois, Apple réagit tout de suite par rapport à une polémique justement sur leur produit, donc c'est une bonne chose justement. Peut-être que c'est dû au fait qu'il y avait une autre news un petit peu la semaine dernière qu'apparemment des gens retournaient leur MacBook Pro Core i9 parce que justement à cause de ces problèmes-là, donc c'est peut-être dû à ça. Donc, pour ceux qui se demandent du coup quel était le problème, alors finalement c'était pas vraiment ce que je pensais. Moi ce que je pensais c'était juste genre, comme Apple veut vraiment que l'ordinateur soit vraiment silencieux, eh bien il ne faisait pas assez de tourner le ventilateur pour correctement le refroidir. Mais apparemment c'était carrément plutôt un problème de VRM. Alors c'est supposé en fait, parce qu'Apple n'a jamais vraiment précisé, mais des gens sur Reddit ont trouvé que ce serait certainement ça en fait, parce que les VRM donc les VRM c'est les tâches d'alimentation du MacBook, apparemment seraient limitées à 100 watts maximum, et du coup ces 100 watts sont distribués pour tout le PC, donc tout fonctionne avec ces 100 watts maximum, parce qu'évidemment sur un ordinateur portable tout est intégré, donc les tâches d'alimentation s'occupent de tout, alors que sur un PC plus classique, vous auriez un étage d'alimentation pour le processeur, un pour la RAM, et d'autres pour d'autres trucs. Là, tout est assez bien intégré, et du coup, tout tournait selon cet étage d'alimentation, et visiblement, le Core i9, des fois, le truc, c'est que quand il est en boost, justement, où il est sur les 6 cœurs à 2,9 GHz, il consommait, il s'approchait énormément des 100 watts, mais surtout le problème, c'est que les autres trucs, plus le processeur, donc la carte Wi-Fi, le SSD, hein, il consomme pas mal ces SSD, c'est des SSD très rapides, mais tout ça en fait faisait dépasser au-dessus de 100 watts, et qui du coup apparemment faisait limiter la fréquence du processeur parce il avait plus d'électricité en fait. Enfin, il avait encore de l'électricité, c'est juste qu'il en avait plus suffisamment pour maintenir sa fréquence. Donc c'est une des théories. Je pense que c'est en partie ça, mais je suis pas sûr que ce soit totalement ça. Il y a certainement un problème au niveau de l'étage d'alimentation, à coup sûr, parce que le modèle Core i9 est largement beaucoup plus... euh, consomme beaucoup plus que les modèles Core i7, donc peut-être que Apple a mal prévu le coup, ce qui, dans un certain cas, renforce l'idée que Apple fait de plus en plus de bourdes à ce niveau-là ces derniers temps, mais bon. Mais il y a aussi, évidemment, je pense, certainement euh, un problème aussi au niveau de la courbe ventilateur qui peut-être ne montait pas assez vite. Donc ils ont peut-être fixé les deux. Parce que le truc, c'est que j'ai vu des tests aussi. Parce que on a vu des tests en fait qui montraient justement des gens qui testaient le problème. Et le MacBook Pro, en tout cas le processeur, montait à plus de 90 degrés en fait. Même pratiquement 100 degrés. Donc si l'étage d'alimentation était limité, il n'y aurait pas cette surchauffe en fait. C'est ça qui était bizarre. Donc c'est pour ça que je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit entièrement ça, même s'il doit y avoir une partie de ça. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que peut-être les ventilateurs ne tournaient pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de reviews qui disaient, bah oui, il reste silencieux. Mais justement, c'est le problème, quoi. Il ne tournait pas assez vite pour justement se refroidir. Bon, évidemment, en pleine charge, là, le ventilateur commençait à petit se rehausser, mais selon moi, ils ont clairement touché à la courbe de ventilateur. Peut-être pas de manière très agressive, hein, au point même que d'un coup le ventilateur se lance, mais suffisamment en tout cas pour en partie régler le problème. Donc je pense qu'ils ont un petit peu réglé des trucs par-ci par-là pour que ça passe. Parce que entièrement dû à l'étage d'alimentation, encore une fois, ce serait bizarre parce que ce serait juste illogique selon la température que certaines personnes avaient. C'est pas parce que le processeur n'a pas assez d'électricité qu'il va chauffer plus. C'est illogique en fait même. Donc ouais, à voir. Si quelqu'un travaille chez Apple ou connaît peut-être la raison ou autre chose, je serais très intéressé. En tout cas, là c'est juste des suppositions parce qu'évidemment Apple reste très secrétif en mode ouais, on a fixé le problème. On vous dira pas d'où il venait, mais on l'a fixé. Ensuite, une petite news au niveau de Windows 10 qui aussi essaye de fixer un problème. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas, genre vous êtes là en train de travailler sur votre PC, puis vous êtes en mode ah, je vais aller aux toilettes vite fait, ou alors je vais aller prendre un truc à boire ou à manger. Puis vous y allez, et puis vous revenez, juste 2 minutes après, hein, et le PC est en train de faire une mise à jour. Parce que Windows 10 est en mode hey, il n'utilise plus le PC depuis 1 minute. On va faire une petite mise à jour. Donc, apparemment, Microsoft serait en train d'essayer de fixer le problème. Ils essaient déjà de fixer le problème depuis des mois en réalité, mais là, ils vont utiliser j'ai oublié le terme à chaque fois qu'ils utilisent.
du machine learning, voilà. Le machine learning, qui à l'époque on appelait ça juste de la programmation. Voilà. Mais en tout cas, ils vont utiliser apparemment le machine learning pour apprendre votre utilisation du PC. Ce qui, en quelque sorte, peut être un peu inquiétant, parce que ça veut dire qu'ils savent comment vous utilisez votre PC, mais bon, ils le savent déjà de toute manière. Et du coup, déterminer le meilleur moment pour faire une mise à jour. Donc peut-être que tous les midis, vous allez toujours manger toujours à la même heure, genre midi tout pile. Et du coup, vous laissez votre ordinateur et vous allez manger vite fait. Et vous mangez pendant 40 minutes. Et là, Windows est en mode, hey, là, c'est un bon créneau pour faire une mise à jour. Je vais la faire à ce moment-là. Donc, ils vont essayer vraiment de s'adapter à ce que vous faites. Après, le mieux, pour éviter ce problème-là, je le dis souvent, mais en fait, j'ai jamais vraiment dit souvent, mais vous pouvez planifier une heure de mise à jour dans Windows. Donc, n'hésitez pas à planifier une heure où le PC sera forcément allumé, parce que sinon il ne peut pas faire la mise à jour. Et aussi à un moment où vous savez que vous ne serez pas devant le PC. Ou alors, juste quand vous voyez qu'il y a une mise à jour, faites-la. Juste n'attendez pas, parce que sinon, au bout d'un moment, elle se fera toujours au pire moment possible. Donc, soit de programmer à une heure, genre pendant le temps de midi, vous laissez l'ordinateur allumé, vous êtes en mode, allez, fais ta mise à jour, je vais manger, moi. Ou alors, faites-le vraiment manuellement à un moment où vous avez le temps, ou à peu près le temps. Peut-être justement, même avant d'aller manger, peut-être que vous mangez pas toujours à la même heure, mais vous êtes en mode, ah, je vais aller manger. Hop, cliquez, mise à jour, et hop, vous allez manger. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter ce genre de problème. Personnellement, je fais les mises à jour assez vite, à part quand c'est des toutes grosses mises à jour, donc je n'ai jamais vraiment ce problème. J'ai aussi Windows 10 Pro, donc les mises à jour s'installent pas d'elles-mêmes. Mais quand même. Ensuite, une petite news au niveau de Microsoft, encore une fois. On reste dans le même sujet. Enfin, même compagnie, mais pas même sujet en fait. Donc, il y a eu pas mal de rumeurs sur les prochaines consoles, que ce soit Microsoft ou Sony. Elles sont clairement en préparation, elles arriveront plus vite que la génération actuelle n'avait remplacé l'ancienne génération. Donc, pour information, la PS3 et la PS4, il y avait eu un délai de 7 ans entre les deux. C'était énorme, vraiment trop même. Du coup, enfin pratiquement 7 ans. Et du coup, il y a pas mal de rumeurs là-dessus, mais une news qu'on a à peu près, c'est confirmé en fait, c'est en cours de développement, c'est que Microsoft voudra avoir 2 Xbox pour la prochaine génération, et ça arrive même plus tôt que prévu, et c'est du coup avoir une Xbox pour le jeu, et une Xbox pour le streaming de jeux. Donc en gros, vous pourriez avoir une petite Xbox, vraiment plus petite quoi, qui est fait, en fait, elle stream les jeux depuis le cloud et comme ça, vous avez une plus petite boîte à la maison qui est peut-être transportable plus facilement ou qui consomme moins d'électricité évidemment, qui s'intègre mieux ou peut-être même qui pourrait être intégrée à des smart TV. Bon, on ne sait jamais. Hein. Je n'y crois pas trop, mais en tout cas, ça permettrait d'avoir vraiment une toute petite boîte au lieu d'avoir juste la grosse Xbox pleine de puissance qui fait du bruit des fois quand justement il y a un jeu qui tourne, qui consomme de l'électricité. Et la news ici parle du fait qu'apparemment il voudrait, et c'est quelque chose que je me suis dit, pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Alors, en gros la technologie c'est de streamer une partie du jeu, mais pas tout. Donc en gros, le jeu est quand même contrôlé en local au niveau des inputs par exemple, au niveau de certains trucs. Et du coup vous avez une partie du jeu qui est, lui, streamée depuis le cloud. Les parties moins importantes, juste tout ce qui est un peu vraiment graphique, vous voyez. C'est assez intéressant. Évidemment, ça peut être problématique avec les latences. Ce genre clairement d'Xbox, c'est pas pour les gens qui ont plus de certainement 30 ms de ping. J'ai pu tester, je le rappelle, j'avais testé avec Shadow. Autant, oui, il y a du ping, mais une chose que les gens oublient souvent, c'est si vous avez vraiment la fibre ou une très bonne connexion et que vous tombez en dessous des 10 millisecondes de ping, surtout si vous êtes genre dans la même ville que le serveur, ce qui sera évidemment le cas que va essayer de viser Microsoft, ils vont essayer de mettre des serveurs un peu partout, eh bien, vous avez des fois moins de ping, ou plutôt vous avez moins de délai sur le jeu que si vous aviez une mauvaise TV. Il y a des gens qui ont des mauvaises TV avec un temps de réponse de la TV qui des fois dépasse 100 millisecondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 100 millisecondes. Un ping de 30 millisecondes à côté, c'est rien du tout. Bon, évidemment, il y a le ping, mais il y a encore, évidemment, aussi le délai de réponse de la TV, hein, si vous avez via Internet. C'est pas comme si d'un coup ça apparaissait sur la TV. Donc là, par exemple, imaginons, vous avez 30 millisecondes de ping, et vous avez une très bonne TV qui a un délai de 40 millisecondes. Ce qui est déjà pas mal. En réalité, je tiens à le préciser, mais
le temps de réponse d'une TV, ça n'a rien forcément à voir avec le temps de réponse de l'écran en tant que tel, genre de la dalle. Parce que le truc, c'est que les TV ont plus d'input lag parce qu'elles ont plus, de fonctionnalités en fait. Alors vous avez bien des TV avec des modes jeu qui réduisent ça, mais c'est pas entièrement parfait et ça ne vaut pas un véritable écran de TV. Enfin, un véritable écran d'ordinateur qui, lui, l'écran d'ordinateur, il est stupide en fait. Il fait rien. Donc, évidemment, il affiche l'image beaucoup plus vite. Même si c'est pas fait, même s'il n'est pas fait pour le jeu vidéo ou autre chose. Donc, imaginez que vous avez quand même 40 millisecondes au niveau du temps de réponse à la TV et 30 millisecondes de ping. Vous en sortez avec 70 millisecondes quand vous appuyez sur le bouton de votre souris, de votre manette, bien que normalement là, il y a bientôt une mise à jour pour que la Xbox supporte le clavier et la souris, donc ma foi, vous pourriez appuyer sur le bouton de votre souris, et le moment où ça réagit à l'écran, donc 70 millisecondes. C'est quand même beaucoup pour information, mais même dans un cas aussi mauvais, parce que 30 millisecondes d'internet, c'est selon moi pas suffisant pour jouer correctement, avec du streaming comme ça, bien ça irait encore par rapport à des TV qui, je vous le dis, des fois montent jusqu'à 100 millisecondes. Donc si vous êtes, par contre, dans le meilleur cas, vous avez genre 10 millisecondes de ping, fibre interne, fibre, vous n'êtes pas trop loin du serveur, même des fois vous tombez jusqu'à 6 millisecondes, et que en plus vous avez une TV avec un mode jeu qui est vraiment genre qui a 20, voire même 15 millisecondes de temps de réponse, vous auriez vraiment une meilleure expérience que si vous aviez une moins bonne TV. Et même une TV même potable. Donc, je tenais à le préciser. La connexion Internet a évidemment été un énorme problème pour beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans le cas où ils ont un très bon ping, et tout ce qu'ils auraient besoin d'avoir, c'est une meilleure TV en fait. Donc ouais. Donc, aussi un autre truc, c'est quand vous achetez une TV juste pour jouer à votre Xbox ou autre chose, regardez des tests en ligne du temps de réponse de cette TV, parce que ça varie d'une TV à l'autre, et ne regardez pas les spécifications vendues par le constructeur. Elles sont à chaque fois fausses. Donc regardez des tests, parce que je vous jure qu'il y a des surprises des fois. Il y a des gens vraiment qui testent avec des caméras avec des hauts framerate, et du coup ils appuient sur un truc qui fait une lumière, qui montre justement « Hey, l'input a été enregistré », et puis après vous pouvez voir à l'écran quand justement ça arrive. Et ça vous permet de calculer justement le temps de réponse. Et il y a forcément un temps de réponse, même avec les écrans gaming ultra rapides, il y a un temps de réponse quand même, donc il faut le préciser. Mais du coup, ouais, je trouve ça très intéressant, cette technologie de séparer justement une partie du rendu du jeu avec justement ce qui est moins important. C'est déjà fait dans les jeux vidéo, justement, ça, je tenais à le préciser. Vous avez des jeux où vous avez la résolution de rendu du jeu, donc tout ce qui tourne au niveau des graphismes du jeu, et puis vous avez la résolution de l'interface graphique. Donc, la carte, les munitions dans un coin et tout ça, c'est rendu par exemple en 1080p, mais le reste du jeu est peut-être rendu en 720p. Ça, c'est vraiment bien comme truc, parce que le truc, c'est... Vous voyez surtout quand un jeu tourne en moins bonne résolution, surtout quand, en fait, vous avez des trucs où vous pouvez le voir. Et les trucs, vous pouvez le voir à chaque fois, c'est les interfaces graphiques, vraiment à chaque fois. Donc, ça, c'est des bonnes petites technologies. Donc, là, on pourra avoir la même chose avec cette Xbox orientée streaming. L'interface graphique, justement, sera certainement gérée par la console locale. Donc, ouais, je trouve ça très intéressant. C'est évidemment pas pour tout le monde. Je tiens à le repréciser. C'est pour ça qu'il y aura 2 Xbox, clairement. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Non, je ne veux pas ça. » Ok, si vous ne voulez pas ça, no problemo. Ne l'achetez pas, alors. Mais il y a des gens qui sont clairement dans une position où ce serait très intéressant pour eux. Ou juste, genre, pratique pour eux. Parce qu'ils veulent pas avoir une grosse boîte qui traîne en dessous de la TV. Il y a des gens comme ça. Donc, chacun a un petit peu son délire, je suppose. Mais bon, moi, je trouve ça intéressant. On verra ce que ça donnera. Évidemment, ça leur permettra de faire des abonnements. Encore plus que l'Xbox Live, quoi. Donc, genre, des plus grands abonnements où vous aurez les jeux directement intégrés. Mais bon, à voir. Ensuite, une petite news au niveau... des petites news au niveau hardware, en fait. Première news avec Nvidia, au niveau des GTX 1100 ou 2000. Apparemment, ça tendrait plus vers le 1100 maintenant, selon beaucoup de gens. Donc, c'est une news de vidéocarte. Alors, c'est un résumé des rumeurs, mais aussi des trucs à peu près sûrs qu'on sait. Donc, notamment, un des trucs qu'on sait, c'est que ce sera pour la fin août que cette carte sera présentée, donc le nouveau haut de gamme, donc la 1180 certainement, et que du coup, elle devrait arriver en septembre, évidemment.
Apparemment, ce sera fabriqué en 12 nanomètres, donc c'est pas mal. Après, j'avais déjà précisé dans une news au passé, mais des fois, la gravure, on ne sait jamais vraiment. Des fois, ils traficotent un petit peu les chiffres pour faire croire que c'est gravé en plus bas process ou autre chose, alors qu'en réalité, c'est la même chose. C'est notamment le cas des fois toutes les sociétés qui sont passées du 16 nanomètres au 14 nanomètres. En fait, le 14 nanomètres, c'est juste un 16 nanomètres amélioré. Donc, voilà, un exemple concret. Et aussi, elle utilisera normalement la GDDR6 qui est en production de masse depuis quelques semaines maintenant. Donc, ça arrive à point nommé, hein, vraiment. Et donc, cette 1180 devrait certainement. C'est à peu près garanti. Nvidia fait toujours la même marge de puissance augmentée. Donc, elle devrait être, à mon avis, genre 20-30% plus performante qu'une 1080 Ti. Et puis, ils vont la mettre certainement peut-être 700-800 euros. À voir parce que c'est pas vraiment la version TI qui sort en premier. Donc, ils pourraient faire comme les fois à chaque fois. C'est que, par exemple, quand la 1080 est sortie, bah, la 1080 était très puissante, mais elle n'était pas vraiment beaucoup plus puissante qu'une 980 Ti, parce qu'en fait, ils prévoyaient une marge exprès pour sortir une 1080 Ti après, quoi. Donc, Nvidia fait souvent ça, et ces derniers temps, ils vont continuer de le faire, parce que ils ont très peu de concurrence de la part d'AMD. Donc, c'est un petit peu les autres rumeurs. Apparemment aussi, ils voudraient retirer le DVI, ce qui m'étonne pas vraiment. Le DVI maintenant est très peu utilisé. La plupart des écrans gamers utilisent le DisplayPort maintenant pour avoir G-Sync ou même FreeSync. Donc c'est pas vraiment étonnant. Mais par contre, ils pourraient supporter un nouveau format qui est le Virtual Link, qui serait un connecteur spécifique pour apparemment tout ce qui est VR. Donc voilà, donc c'est un connecteur en USB Type-C apparemment. Donc, why not? Ça peut être intéressant, je suppose. Après, à voir si beaucoup de gens adoptent ce connecteur. C'est aussi le problème des fois, c'est que vous avez un nouveau connecteur mis en avant. Le meilleur exemple, c'est est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent du SATA Express? Moi, je m'en souviens. J'ai des ports SATA Express sur ma carte mère. Je ne sais pas quand je pourrai jamais. On les utilisera jamais en fait. Parce que, genre, Intel a lancé ce connecteur en mode hey, le SATA Express. Ça vous permet d'avoir un disque dur SATA, mais avec des lignes PCI Express en plus pour l'accélérer. Et personne n'a utilisé. Genre, il y a un disque SSD qui est sorti, il me semble, dans ce format-là, et rien d'autre. Genre pour le grand public. Hein. Et du coup, ben, j'ai envie de dire, est-ce que ça va être la même chose? Parce que des fois, on pourrait se le demander, vraiment. Donc, ouais, on verra bien. Au niveau d'AMD, apparemment, pas de nouvelle carte graphique avant clairement 2019, donc c'est plutôt mauvais. C'est incroyable comme la division CPU et GPU d'AMD se sont renversées comme position. Littéralement, vous pouvez regarder des trucs voilà 3 ans. Il y a des gens voilà 3 ans qui disaient oh, AMD devrait vendre son truc de CPU, ça les retient, ça leur empêche de faire des bonnes cartes graphiques, tout ça. Et puis maintenant, vous revoyez en 2018, vous êtes en mode oh, ils devraient peut-être vendre leur truc de GPU et se concentrer sur les CPU, je ne sais pas. Ça, c'est ironique au final, mais bon. À croire que AMD ne peut peut-être pas faire genre tout à la fois. En même temps, c'est logique aussi. C'est une plus petite compagnie qu'NVIDIA et Intel, clairement. Ensuite, une autre news niveau hardware, c'est au niveau du Core i7 9700K. On en avait parlé la semaine dernière, qui serait un Weaker. Mais apparemment, justement, l'update de cette semaine-ci, c'est une rumeur évidemment, c'est qu'il n'aurait pas d'hyperthreading et du coup, ce serait un pur Weaker. Weaker with thread. Et que le modèle qui aurait de l'hyperthreading, ce serait un i7 9700K. 9800, non, 9900K, voilà. Donc en gros, Intel rajouterait un nouveau tier de processeurs. Donc avant, on avait vraiment genre, on avait les Core i3, puis on avait les Core i5, puis on avait le Core i5 overclockable, c'était génial, et puis on avait le Core i7, et puis le Core i7 overclockable. Puis après, ils ont rajouté un Core i3 overclockable, mais bon, moins intéressant selon moi. Et du coup, maintenant, on pourra avoir genre Core i3 overclockable, Core i5 overclockable, Core i7 overclockable, mais sans hyperthreading, et puis Core i7 full overclockable avec hyperthreading. Alors, en réalité, ce processeur pourrait être très intéressant. Je m'explique. Les jeux vidéo, en général, ne profitent pas de l'hyperthreading. Mais alors, pas du tout. Il y a même vous pouvez regarder beaucoup de vidéos de gens qui ont testé, et moi-même, je l'ai testé dans un jeu, c'était Minecraft. Quand vous désactivez l'hyperthreading, vous avez même des meilleures performances en jeu. Pourquoi? Parce que l'hyperthreading, vous faites globalement
faire à votre processeur 2 tâches à la fois sur le même cœur. Et du coup, forcément, il y a un impact en performance, surtout dans les jeux vidéo qui ont besoin, on s'en rappelle, hein, de cœur le plus rapide possible. Donc si vous laissez l'hyperthreading activé, il y a aussi bien Windows qui va faire une tâche sur le même cœur en même temps, vous voyez. Et du coup, ben, ça va ralentir le jeu. Donc l'hyperthreading, bien souvent, sauf pour les jeux bien optimisés, hein, euh, réduit les performances en fait. Donc là, ce Core i7, et d'ailleurs on pouvait le voir dans les Core i5 justement, pour information qui est... d'ailleurs, les Core i5, c'était des Core i7, mais sans hyper-threading. Hein. Et du coup, on pouvait le voir justement avec le Core i5 8600K, qui bien souvent dépassait le Core i7 8700K dans certains jeux, parce que les jeux étaient moins bien optimisés et qui tenaient pas partie vraiment de cet hyper-threading. Après, évidemment, la fréquence reste très importante. Ce qui ne devrait pas poser vraiment de problème parce qu'apparemment ce 9700K sera la même fréquence que le 9900K. Donc, à voir. Il n'a pas juste le même boost par contre. Mais honnêtement, ça pourrait être le processeur ultime pour le gamer en fait. Totalement overkill, hein, clairement. Je tiens à le préciser parce que vous n'avez pas besoin d'un processeur weaker pour jouer. Mais alors vraiment pas. Un bon 4 cœurs vous suffit amplement. Après, je l'ai déjà dit souvent, mais les gens sont souvent en mode oh, mais ça sert à rien un processeur weaker. Je suis en mode, oui, ça sert à rien maintenant parce que c'est mal utilisé. Mais le truc, c'est les développeurs développent les choses selon ce que les gens ont comme PC. Et je l'avais dit il y a quelques temps, c'est plus le cas maintenant, mais voilà à peine un an, le nombre de cœurs de processeurs que les gens avaient le plus sur Steam, c'était 2 cœurs. Vous vous rendez compte, 2 cœurs. C'est-à-dire que la plupart des gens n'avaient même pas 4 cœurs, ce qui est normal en fait, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas... Ryzen venait à peine de sortir et tout ça. Et du coup, les développeurs, quand ils voient ça, ils sont en mode ok, la plupart des gens ont 2 cœurs, donc on va faire tourner notre jeu sur 2 cœurs. Pourquoi ça nous a fait tourner sur 4 cœurs? Voilà, genre, vous payez des gens pour développer le jeu, donc vous allez pas. C'est de l'argent perdu pour eux. Clairement, ils ont déjà du mal à compléter le jeu, hein, certains, hein, à le finir à 100%, donc pourquoi commencer à développer pour tous les systèmes qui existent? Du coup, c'est une bonne chose d'avoir plus de cœurs parce que au fur et à mesure, les développeurs, et surtout vont regarder, ils vont être en mode oh, la plupart des gens ont 4 cœurs maintenant. Eh bien, on va faire nos jeux pour 4 cœurs. Et du coup, peut-être que en développant leur jeu pour 4 cœurs, ils vont se dire tiens, on va peut-être développer notre jeu pour supporter autant de cœurs qu'il y a disponible sur le système. Ce qui pourrait largement arriver. Un autre truc aussi qui va arriver, c'est que Windows va être en mode hey, maintenant les processeurs ont plus de cœurs, donc on va peut-être genre optimiser ça un petit peu plus. Donc ouais, c'est peut-être pas une bonne chose directement, mais au fur et à mesure, ce sera une bonne chose selon moi. Donc cette course au cœur vraiment, qui est souvent critiquée par beaucoup de gens, je comprends leurs critiques, hein, clairement, mais c'est juste penser dans l'avenir, ça va évoluer justement les choses selon moi. Et un processeur multicœur, c'est logique en fait, parce que vous ne faites jamais vraiment une chose à la fois. Vous avez Skype, Discord qui tourne, vous avez un navigateur qui tourne, vous jouez à votre jeu en même temps, vous regardez une vidéo YouTube, vous faites plein de choses en même temps. Donc un processeur multicœur, c'est pas illogique en fait, c'est même vraiment pas illogique. Après, il faut aussi évidemment qu'il soit bien optimisé tout ça, parce que je ne sais pas vous, mais je pense que ce Core i9 9900K va consommer pas mal, parce que je vous rappelle que le 8700K, malgré son enveloppe thermique... Alors, j'en profite, je vais même le mettre à part, je vais même marquer une pause pour voir au montage pour être sûr. Ok, alors j'ai marqué une pause pour vraiment le marquer pour être sûr de ne pas l'oublier au montage, mais du coup, les TDP, c'est l'enveloppe thermique du processeur. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est normalement la quantité maximum d'énergie que le processeur va expulser sous forme de chaleur. Après, bien souvent, ce TDP n'est jamais respecté par les constructeurs. Un exemple, Intel et AMD ne les respectent pas. Chez AMD, ils le respectent en partie, hein, genre même assez bien, mais des fois ils le dépassent quand même. Donc, par exemple, si vous prenez le 2700K, le 2700K, le 2700X plutôt, la plupart du temps il sera 95 watts, mais quand il va vraiment booster à fond et tout ça, quand le XFR est allumé ou autre chose, il va dépasser ces 95 watts. Après, vous pourriez argumenter que le XFR n'est pas vraiment sa fréquence de base et que du coup c'est normal. On peut toujours argumenter. Dans le cas de Intel, c'est pire. En gros, Intel, même à fréquence, ou plutôt, genre,
le XFR, c'est pas vraiment un boost, c'est un boost spécial, c'est pas vraiment le boost normal du processeur. Dans le cas d'Intel, le boost normal du processeur, ben, il booste naturellement évidemment sur un cœur à plus de 4 GHz, le Core i7 8700K. Et bien, dans ce genre de cas où quand il est sur plusieurs cœurs et qu'il booste, le 8700K ne respecte jamais son enveloppe thermique. Genre, littéralement jamais. Dès qu'en fait, l'enveloppe thermique des processeurs Intel, elle est juste dans un seul cas, et c'est seulement quand le processeur est à sa fréquence de base, et pas plus. S'il dépasse sa fréquence de base, c'est fini. Il ne respecte plus du tout son enveloppe thermique. Et le 8700K a déjà été... Genre, il y a des gens qui ont déjà testé, et quand vous le laissez vraiment booster par lui-même, des fois il monte à 160 watts. 160 watts de consommation. Donc, s'il consomme 160 watts, forcément, la plupart de ces 160 watts vont sortir sous forme d'énergie thermique. Hein. C'est à peu près garanti. Donc, il ne respecte, mais alors, pas du tout son enveloppe thermique. Et ça pose des fois des problèmes. Et je pense que les constructeurs devraient faire attention, les processeurs devraient faire attention parce que vous êtes en mode, ok, je vais me faire une config mini TX, je vais me prendre ce petit boîtier là, et puis je vais me prendre ce petit refroidissement là. Alors, il faut que je regarde, mon processeur normalement il est certifié à 65 watts, ok. Ben, je vais prendre un refroidissement qui fait 65 watts et qui est suffisamment petit pour rentrer dans mon boîtier mini TX. Génial, c'est bon. Et puis hop, vous montez et vous testez, vous vous rendez compte que le processeur surchauffe. Parce que il n'est pas capable de tenir les 65 watts en boost. Donc, ouais, c'est problématique. Donc, dans le cas de ce i9 9900K, déjà, vous voyez qu'ils ont baissé un peu la fréquence par rapport au 8700K. Ils l'ont mis à 3,6 au lieu de 3,7. Ils boostent plus haut, mais c'est pas si étonnant parce que ça, c'est vraiment le boost maximum. Et il y a beaucoup de sites de news d'ailleurs qui ont fait genre, un Core i7 à 5 GHz. Non, c'est genre. C'est pas un Core i7 à 5 GHz, c'est un Core i7 qui peut monter jusqu'à 5 GHz sur un cœur, et pas plus. Donc ouais, donc c'est pas très étonnant qu'il peut atteindre les 5 GHz. Donc là, c'est sûr et certain, il va, mais alors, consommer énormément ce processeur. Toutefois, une autre news qui a un rapport avec ça, c'est qu'apparemment ce Core i9 9900K serait soudé. Alors, en gros, au niveau des processeurs, si vous ne savez pas, ils ont, donc ça c'est le processeur en tant que tel, et ça c'est le véritable processeur. Il y a encore une couche protectrice dessus en réalité. Ça en réalité, ce que vous voyez du vrai processeur, c'est juste c'est son capot. C'est vraiment ça, c'est un capot qui se met par-dessus pour le protéger, et pour mieux répartir la chaleur qui sort. Le problème, c'est que chez Intel, depuis 6-7 ans, ils utilisent de la pâte thermique entre ce capot et le processeur. Et leur pâte thermique est loin d'être la meilleure, on va être très honnête. Alors, Intel se défend en disant que c'est pour augmenter la longévité du processeur. C'est peut-être pas la meilleure au niveau performance, mais elle a une très bonne durée de vie. Et que souder peut mener à une durée de vie raccourcie du processeur et plein d'autres excuses dans le genre. Alors, il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent, hein, je tiens à le préciser, mais le truc c'est que la soudure, c'est clairement l'un des trucs qu'il y a de mieux pour le transfert de chaleur. Parce que littéralement, le processeur est presque fusionné avec son capot. Donc, le transfert de chaleur est excellent, parce qu'en plus, la soudure qu'ils utilisent a un très bon transfert, un bon taux de transfert thermique. Donc, une bonne partie de la chaleur est bien transférée. Et ça aide vraiment. Par exemple, les processeurs AMD sont soudés. Les processeurs, en tout cas, à partir du Ryzen 5, si je me souviens bien. En dessous du Ryzen 5, ça devient de la pâte thermique. Mais c'est pas très étonnant, c'est juste pour économiser. Et un Ryzen 3 ne chauffe pas suffisamment pour justifier forcément d'être soudé. Les processeurs Xeon chez Intel sont soudés. Ce qui, du coup, fout en l'air un petit peu leur argument de oui, ça a une meilleure durée de vie. Mais alors pourquoi les Xeon sont soudés? Genre, les Xeon, c'est les processeurs pour professionnels. Un professionnel, ok, va upgrade une fois tous les X ans, mais quand même, genre, pour les professionnels, il va utiliser ça 24 heures sur 24 aussi bien. Vous voulez un processeur qui a la meilleure durée de vie. Donc pourquoi, genre, la soudure maintenant devient le choix logique? Bah oui, parce qu'en fait, réellement, la soudure offre une meilleure durée de vie pour la simple bonne raison que si le processeur est mieux refroidi, il a moins de risques de mourir prématurément, forcément. Mais quand même, leur excuse, mais qui est en partie vrai, c'est qu'au niveau des processeurs grand public, et on va démonter un peu cet argument après, mais au niveau des processeurs grand public, les
les processeurs sont plus petits et que du coup, apparemment, ce qui pourrait arriver, c'est que la soudure peut craquer plus facilement. Il y a des micro-fissures qui peuvent se faire dedans au fil du temps. Et du coup, ça pourrait mener à un cas où la soudure se casse à un endroit et ça pose des problèmes au processeur. Et c'est surtout dû au fait que les processeurs grand public sont plus petits et que du coup ça arrive plus facilement. Et aussi qu'ils subissent plus de cycles de je chauffe et puis je refroidis, je chauffe puis je refroidis. Même si techniquement Xeon a aussi beaucoup de cycles comme ça. Mais bon, euh, c'est en partie vrai et c'est même assez même logique en réalité. C'est juste que les processeurs Intel étaient soudés avant. Et il y a des gens qui ont des Core i7 2600K, qui étaient des processeurs soudés, qui fonctionnent encore en 2018. Genre 6 ans après leur sortie. Du coup, vous êtes en mode, hey, est-ce qu'ils étaient pas censés être moins bons au niveau durée de vie? Il y a des gens qui les ont encore. Qu'est-ce que vous racontez? Du coup, quelle est la véritable excuse là-dedans? Quelle est la véritable raison? La véritable raison, c'est surtout le coût. Ça coûte plus cher de souder un processeur. Et aussi, quand vous soudez un processeur, vous avez une chance de rater la soudure. Forcément, si vous en soudez 10 000, il y en a un certain pourcentage que ça va être mal fait, que vous allez perdre le processeur. Et que du coup, ben, ça fait encore perdre plus d'argent en réalité. Donc, la simple et bonne raison qu'ils ne soudent pas les processeurs, c'est que ça leur ferait perdre de l'argent en fait et qu'ils se feraient moins de marge sur leur processeur. Alors, je peux comprendre ça sur des Core i3 ou même des Core i5. Core i5 pas overclockable en tout cas. Parce que oui, clairement, ils n'ont pas vraiment besoin d'être soudés forcément, surtout les Core i3. Mais sur un Core i7, il y a des gens qui ont justement, vous pouvez enlever le capot d'un Core i7 comme ça, vu que c'est pas soudé, c'est hyper facile en réalité, et mettre par exemple du liquide métal, c'est un métal liquide qui permet de transférer hyper bien la chaleur. Il y a des gens qui ont fait ça, et par exemple le Core i7 8700K, il perd 20-30 degrés rien qu'en faisant ça. C'est incroyable la perte de chaleur. Donc, ouais, Intel, je peux comprendre totalement vos raisons, mais fini la bullshit. Et apparemment, oui, ce serait fini la bullshit parce que selon une rumeur, hein, le Core i9, justement 9900K, serait soudé au lieu d'être avec de la pâte thermique. D'ailleurs, oui, l'autre argument que je voulais donner, c'est que ils disent que, je rappelle un des arguments qui disait que sur les processeurs grand public, comme ils sont plus petits et qui subissent plus de chaleur, de cycles de chaleur, de grosse chaleur et de plus basse chaleur, ils ne voulaient pas mettre de la soudure. Je rappelle que les Core i9 haut de gamme sont basiquement des Xeon et que c'est des énormes processeurs. Et ils sont pas soudés, il y a de la pâte thermique. Vous pouvez acheter un processeur à 2000 €, le gros Core i9 18 cœurs, et il sera avec de la vieille pâte thermique, la même pâte thermique, même des gens ont déjà pu voir, qu'il y a dans le Core i7 à 300 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ironie de la chose. Donc ouais, le truc c'est que cette rumeur serait certainement vraie pour la simple et bonne raison que il y a, il y a le grand public, ou enfin, la plupart des gens commencent à être au courant que justement Intel fait un petit peu n'importe quoi au niveau de ça, hein, de la pâte thermique et tout ça, et que littéralement le Core i7 ou 1700K serait un bien meilleur processeur s'il était juste correctement refroidi de base avec de la soudure quoi. Donc ouais, donc ça m'étonnerait pas qu'il passe à de la soudure très honnêtement, surtout pour la simple et bonne raison que c'est Core i9, enfin c'est Core i7 ou i9 ou peu importe, de 8ème génération serait juste un refresh. C'est juste genre, ils ont pris la même génération qu'avant et puis ils ont juste augmenté la fréquence en gros. Donc ça m'étonnerait pas que pour différencier un peu plus ces processeurs, ils s'amusent à faire ça. Et aussi s'ils s'amusent à le faire seulement sur le 9900K, et que du coup, comme maintenant il y a techniquement un 9700K avec seulement 8 cœurs et 8 threads, ils pourraient être en mode, hey, celui-là, on va le mettre au même prix que le 8700K, et puis le 9900K, on va le mettre encore plus cher, peut-être 500 €. Mais du coup, comme il va être soudé, ben, les gens vont être plus enclins à l'acheter, parce qu'ils vont être en mode, ah oui, mais il est soudé, donc il est mieux refroidi, bon, je vais le prendre. Donc ouais, honnêtement, ça ressemble beaucoup à... Ça pourrait être totalement legit pour la simple bonne raison que l'enregistrement de la caméra vient de se couper, je le relance, voilà. Que, tout simplement, pour eux, ça leur permettrait d'avoir un argument commercial pour le plus gros des processeurs. Donc je sais pas s'ils vont mettre de la soudure sur tous. Honnêtement, j'aimerais vraiment bien. S'ils mettent de la soudure sur tous les modèles overclockables au moins, ce serait déjà un bon pas vers l'avant. Et ça montrerait qu'Intel a envie de progresser. Mais j'ai du mal à y croire, honnêtement. Donc on verra bien. Hein.
je ne sais pas, ça reste une rumeur en partie. Peut-être qu'ils vont remettre de la vieille pâte thermique dégueulasse dedans, hein, qui sait. Ce serait vraiment horrible, mais s'ils le font, bah tant pis là. Et on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce que quand même ça donne, parce que je suis quand même curieux. Mais bon, ne vous attendez pas à des trucs incroyables ou autre chose. Ensuite, une autre news au niveau Intel, et c'est justement... Alors, il y a eu les résultats justement de stock, donc de leur action pour Intel et AMD. Alors, AMD a écrasé leur prédiction et tout ça. Apparemment, ils n'ont jamais gagné autant d'argent depuis 7 ans. 7 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais Intel, par contre, est arrivé un peu à court, quoi. Ils sont pas totalement arrivés. Ils ont gagné de l'argent, hein, aucun problème, surtout en mettant de la vieille pâte thermique, mais ils sont pas arrivés à ce qu'ils prévoyaient. Et du coup, premièrement, l'action Intel a diminué et l'action AMD a augmenté pas mal, forcément. Et en plus de ça, une news qui n'aide pas, c'est qu'apparemment Intel ne pourrait pas avoir de processeur en 10 nanomètres avant la deuxième moitié de 2019. Pour information, AMD a déjà des processeurs, enfin des prototypes en tout cas, qui fonctionnent en 7 nanomètres. Alors, 7 nanomètres, vous pourriez vous dire, c'est beaucoup mieux que 10 nanomètres. Pas forcément, je vous rappelle l'histoire des fois, vous voyez deux chiffres, mais en fait, ils sont très similaires. Donc, on ne sait pas à quel point, quelle est exactement la différence, parce qu'évidemment, c'est des trucs in-house. Enfin, c'est genre, vous pouvez pas juste rentrer dans l'industrie en mode, hey, attends, je viens voir si le processus est vraiment aussi fin que vous le dites ou autre chose. Donc, voilà, je tenais à quand même le préciser. Mais ça montre quand même que Intel est en partie dans la merde, parce que ils sont en retard, très en retard. Leurs concurrents vont avoir quelque chose avant eux. Et je peux vous jurer qu'une telle diminution de la gravure, pour AMD en tout cas, parce qu'actuellement ils sont en 14 nanomètres, oui. Ils vont passer de 14 à 7 nanomètres, donc au niveau des processeurs, ils vont pouvoir augmenter la fréquence, certainement. Ils vont consommer beaucoup moins. Donc ça va vraiment mettre Intel dans la misère d'ici l'année prochaine s'ils ne se dépêchent pas. Donc c'est forcément une très mauvaise news pour eux et aussi pour les actionnaires Intel, parce qu'ils sont en mode hey, ça veut dire que dans un an, ton concurrent va être en mode autre d'ailleurs truc, c'est qu'apparemment les processeurs serveurs, Intel n'aurait pas de 10 nanomètres avant 2020. Et ça, c'est encore une plus mauvaise news, parce que AMD est en mode hey, on va sortir des processeurs EPYC, donc les processeurs serveurs, en 7 nanomètres d'ici 2019. Et du coup, encore une fois, les actionnaires sont en mode c'est pas très bon tout ça. C'est genre, ton concurrent va un petit peu te rattraper. Ils ont encore la chance que, surtout au niveau serveur, la plupart des gens n'ont pas la confiance de passer sur un truc AMD, ou alors que Intel a des technologies très spécifiques que les gens ont vraiment besoin niveau serveur. Ça arrive souvent, même si AMD commence à bien rattraper du chemin et qu'ils ont même des technologies meilleures que Intel. Par exemple, StoreMI, pour ceux qui auraient manqué, c'est une technologie qui permet en gros de faire des raids logiciels de SSD et tout ça. Vous pouvez même enfin, c'est pas que ça qui fait, mais vous pouvez même faire un cache. En gros, vous pouvez dire, ok, j'ai 5 disques durs, de 5 Tera, peu importe la taille. J'ai un SSD, et bien je veux que tu accélères tous ces disques durs avec ce SSD. Et du coup, vous allez me dire, ça ressemble un peu à Intel Optane. Oui, sauf que Intel Optane, vous pouvez juste accélérer le disque de boot, donc le disque C. Donc vous êtes obligé d'avoir un disque C qui est un disque dur. Et en plus, il faut avoir la dernière carte mère et tout ça. Bon, encore ça, c'est compréhensible, mais bon. Mais là, du coup, avec StoreMI, ce qui est intéressant, c'est qu'AMD, littéralement, vous pouvez prendre un SSD Optane qui existe maintenant chez Intel, qui sont vraiment bien, et vous l'utilisez comme accélérateur pour tous vos disques durs, même vos SSD et tout ça. Et genre, ça marche hyper bien. Donc ouais, pour AMD, c'est une très bonne technologie. Pour Intel, ça les met un petit peu, encore une fois, dans une situation où genre ils ont un truc beaucoup moins bien en fait. Donc ouais, à voir. En tout cas, une chose est sûre, la guerre est en plein cours, et c'est une bonne chose pour nous, hein, il faut pas oublier. Les gagnants là-dedans, c'est nous. On paye moins cher, on a des meilleurs processeurs, on a tout de mieux. Même si on est toujours dans notre camp, si vous êtes en mode j'achète que Intel, tant mieux pour vous. Regardez, maintenant, vous pouvez acheter des processeurs 6 cœurs. Genre, même si vous n'avez pas besoin des 6 cœurs, vous allez me dire, genre, c'est quand même un meilleur processeur. Et vous l'avez pour moins cher.
ou alors vous pouvez prendre un Core i3 4 cœurs si vous en foutez des 6 cœurs. Donc vous pouvez acheter l'équivalent d'un Core i5 pour 100 €, alors qu'avant ça coûtait plus de 200 €. Donc tout le monde est gagnant. Donc ouais, une bonne chose. Et on verra bien aussi comment Intel s'en sortira. En tout cas, une chose est sûre, ils vont avoir du mal. Ensuite, une petite news au niveau espace, justement, vu qu'on ne fait plus l'instant spatial. C'est au niveau de Virgin Unity Spaceship. Enfin, c'est aussi surtout au niveau de Virgin Space. Comment ils l'appellent déjà leur compagnie? Virgin Spatial? Je ne sais plus quoi. Virgin, si vous ne savez pas, c'est c'est une compagnie. Enfin, c'est une énorme. Le mec qui dirige ça, c'est un énorme billionnaire, donc il a, enfin milliardaire, donc il a énormément de compagnies. Mais en particulier cette compagnie-là, Virgin Galactic, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est une compagnie qui veut offrir des vols de tourisme spatial à des gens riches. Donc en gros, vous décollez vous décollez pas avec ça en fait. Vous êtes là-dedans et il y a un autre avion par-dessus ça en fait qui transporte cet appareil en hauteur. Et ensuite, je sais pas si on le voit. Non, il n'y a pas d'image, c'est dommage ça. C'est vraiment dommage. Et ensuite, il est largué à haute hauteur. Et puis hop, il a une roquette à l'arrière, on le voit ici, qui le propulse dans l'espace. Cette news, c'est pour vous dire juste que apparemment ils ont atteint la hauteur de 52 km, ce qui est vraiment bien. On n'est pas tout à fait au niveau de l'espace. Pour information, selon la définition globale de l'espace serait à 100 km, même si apparemment il y a des gens qui diraient que apparemment cette limite serait plutôt à 80 km, mais bon, c'est pas totalement sûr parce qu'en réalité, il n'y a pas une frontière d'un coup, quoi. Ce qu'on considère comme l'espace, c'est le moment où il y a plus trop de frottement au niveau de l'atmosphère, pour information. Donc là où l'atmosphère devient tellement fine que, genre, on considère qu'il n'y a plus vraiment d'atmosphère et que du coup, c'est l'espace. Et actuellement, en tout cas pour la plupart des gens, c'est 100 km. Donc on n'est pas tout à fait au niveau du vrai espace, mais déjà à 52 km, vous avez déjà une magnifique courbure de la Terre, évidemment, parce que vous êtes tellement haut que vous arrivez à la voir correctement, genre vraiment bien. Et aussi, vous êtes dans un endroit où, comme vous pouvez voir, le ciel est très sombre, parce que vous n'avez plus toute la diffusion de la lumière qui donne un ciel bleu. Donc, pour la plupart des gens, ce serait déjà l'espace, en réalité. Hein. Mais leur but, ça reste quand même, à mon avis, je sais pas si c'est quoi leur but en réalité, mais leur but, c'est d'aller le plus haut possible, parce qu'évidemment, plus ils vont haut, plus ils se rapprochent justement de l'espace, le véritable espace. Alors, ça reste très loin évidemment de l'orbite où vous avez des satellites ou même la station internationale. Hein, je vous rappelle, la station internationale, son orbite, il me semble, est à 500 km, je sais même plus exactement. Mais c'est vers 500 km, hein, l'orbite, la basse orbite de la plupart des satellites. Donc on en est encore très loin, hein, vraiment, c'est un dixième de ça. Et en plus, il peut juste l'atteindre un moment et puis après il finit par retomber cet avion. Hein. Donc c'est pas vraiment, c'est pas comme si vous pouviez lancer quelque chose en orbite avec. Et c'est pas le but de toute manière. C'est vraiment genre vous allez dans l'espace, vous êtes en mode ouais. Et en plus évidemment comme vous êtes à 52 km de haut, vous avez presque plus de gravité donc vous êtes en mode ouais je suis en apesanteur, ce qui est génial. Hein, vous êtes content parce que vous avez payé votre billet très cher. Et du coup, ben, c'est vraiment le but de ça. Ça reste très intéressant selon moi. J'aime beaucoup et c'est surtout quelque chose qui à force deviendra accessible, je l'espère, et qui permettra aux gens de vraiment expérimenter en partie l'espace. Et c'est pas mal. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué, mais si vous regardez sur le fuselage, vous avez des croquis là. Et le premier truc, c'est le truc de Da Vinci, il me semble, c'est le truc avec les ailes. Puis vous avez l'avion des frères Wright. Et puis vous avez genre d'autres avions, certainement de la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Vous avez un jet. Et puis après, vous avez justement cet avion-là. Ça, c'est intéressant, genre l'évolution de l'aviation en gros. Ensuite, une petite news au niveau de Uber. Si vous vous souvenez, Uber avait eu un gros problème parce que une de leurs voitures s'était crashée dans un crash fatal pour quelqu'un malheureusement. Et du coup, depuis, ils avaient arrêté tout leur prototype de voiture autonome qui conduisait d'elle-même parce que, ben, enquête en cours évidemment, pour éviter d'avoir d'autres victimes peut-être. Alors apparemment, les voitures Uber qui peuvent conduire d'elles-mêmes vont bientôt reprendre la route. Toutefois, en manuel, donc avec un être humain qui conduit pour elles. Donc pourquoi ils font ça? C'est pour continuer de collecter des données, parce que il y aura toujours tous les senseurs, tous les capteurs et tout ça qui continuera d'enregistrer des données, voir hey, comment ça se passe sur cette route-là, ok, le trafic conduit comme ça. Donc c'est quelque chose qu'ils ont vraiment besoin des données. C'est même d'ailleurs
selon moi, l'un des trucs les plus importants pour... Vous avez plusieurs compagnies hein, qui font des voitures qui conduisent d'elles-mêmes. Vous avez Uber, vous avez Tesla, vous avez Lyft aussi qui ont leur propre truc. Je sais plus exactement c'était quoi. Et puis vous avez Google qui a leur propre compagnie. La plus avancée actuellement, c'est Google. Pourquoi? Parce que Google a énormément de données. Et c'est vraiment ça. C'est genre, plus vous avez de données, plus vous avez genre de quoi travailler avec, de quoi vraiment avoir la voiture qui conduit le mieux possible et tout ça. Et d'ailleurs, ça fait depuis mars qu'ils ne peuvent plus, depuis mars plutôt, et qu'ils ne peuvent plus conduire leur voiture autonome. Donc vous imaginez bien, moi je le dis clairement, hein, ça a clairement été un gros coup dur pour Uber parce que c'est leur but final, hein, Uber. Hein. Si vous ne savez pas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop Uber, mais le but final d'Uber, c'est, vous voyez tous les gens qu'ils aident à supporter en leur permettant de devenir chauffeur Uber, ce qui est, ça j'aime bien, franchement, ça me fait un peu penser à YouTube au final, c'est que ben, ça permet à des gens d'avoir une petite source de revenus en plus en faisant chauffeur, vous voyez. Euh, et c'est selon moi l'un des avantages justement d'Uber, c'est supporter des gens qui essayent de faire en sorte de faire du bon travail, et pas genre des chauffeurs de taxi qui sont hautains ou qui sont assez méchants, même s'il y en a beaucoup qui sont bien, hein, je tiens à le préciser, et qui sont respectueux et tout ça. C'est juste que les gens en avaient marre en fait des taxis, ça coûtait cher et tout ça. Et aussi le côté un peu plus humain, je suppose. Mais le truc, c'est que le but final d'Uber, c'est il n'y a plus de chauffeurs. Donc, en gros, tous ces gens qui aident avec une carrière, selon eux, ils vont les foutre à la rue, enfin, ils vont les foutre en dehors du truc, en mode, hey, non, maintenant, on a nos voitures automatiques, on a nos voitures qui conduisent nous-mêmes, au revoir. Donc, ouais, c'est pour ça que j'aime vraiment pas Uber. C'est genre, ils font les chevaliers blancs en mode, oui, nous permettons à des gens de travailler, et puis à côté de ça, ils sont littéralement en train de mettre en place un truc qui va foutre en l'air tout ça. Après, si c'est pas eux qui le font, évidemment, ce seront quelqu'un d'autre qui le feront. Hein. Mais c'est juste genre, le fait qu'ils ont fait leur chevalier blanc, c'est ça qui m'embête un petit peu. Donc ouais, ça c'est un gros coup dur, honnêtement, à Uber. Je sais franchement pas s'ils s'en remettraient, hein, franchement. Ok, ils sont encore dans la course, mais ça les a, genre, plusieurs mois de retard, de perte de données, à ne pas pouvoir collecter des données, c'est massif. Hein. Donc, vu la vitesse à laquelle va cette course, je pense que c'est clairement peut-être un tournant justement dans l'histoire des voitures autonomes et tout ça. Après, Google avait déjà une longueur d'avance, donc c'est déjà en partie perdu d'avance selon moi, mais bon. Voilà, on verra bien, on verra bien. Seul le futur nous le dira, peut-être qu'ils vont faire des grosses avancées parce qu'ils ont des très bons ingénieurs, on n'en sait rien. Il y a enfin une autre news au niveau espace, encore une fois, on revient un petit peu dans l'espace. Alors, c'était... Bah, elle date un petit peu cette news, ouais, elle date du 12 juillet, mais elle est quand même très intéressante. C'est au niveau de New Glenn. Alors, pour ceux qui ne savent pas, New Glenn, c'est un lanceur spatial que va avoir euh, Blue Origin, qui est accompagné par Jeff Bezos. Donc Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, l'homme à plus de 140 milliards de dollars maintenant, qui finance entièrement de sa poche, contrairement à SpaceX qui est en partie financé par, en tout cas qui était en partie au début financé par Elon Musk et puis il a levé des fonds avec d'autres gens. Là, Blue Origin, c'est vraiment le bébé de Jeff Bezos, en partie en tout cas, en grande partie certainement. Et ce qui est très intéressant, donc New Glenn, c'est leur lanceur, leur premier vrai lanceur qui pourra lancer quelque chose en orbite. Pour information, il porte ce nom-là parce que Glenn était un astronaute, était justement le premier astronaute, il me semble, américain à avoir été en orbite ou autre chose. Par exemple, vous avez leur lanceur actuel, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils ont leur lanceur actuel, d'ailleurs, il y avait une news là-dessus, mais ils ont fait un nouveau test très intéressant. Donc leur lanceur actuel, je vais essayer de le retrouver. Ah voilà, j'ai leur chaîne YouTube avec une truc qui se joue évidemment. Alors ils ont fait un lancement, voilà pas très longtemps, voilà, mission 9. Alors actuellement, ils ont cette fusée-là qui, oui, je le sais, a une forme très phallique. Voilà, on sort ça du chemin. Mais en gros, cette fusée-là a pour but, et je ne sais plus son nom, j'arrive plus à retrouver son nom à chaque fois, mais bon. Je sais juste que la capsule au-dessus s'appelle apparemment New Shepard. Mais bon, c'est leur première fusée. Et qui est d'ailleurs une fusée réutilisable, pour ceux qui ne savaient pas. Donc oui, il n'y a pas que SpaceX. Et elle a déjà été lancée plusieurs fois. Alors, elle ne lance pas des trucs en orbite, mais elle lance cette petite capsule prévue pour des êtres humains qui permettrait d'avoir des touristes de l'espace. En gros, la capsule irait à 100 km de haut. Donc là, on arrive dans le vrai espace. Hein.
Et d'ailleurs, ils ont fait un test, enfin même c'est plus que 100 km en réalité. Donc là, ils ont d'ailleurs fait un test récemment, leur dernière mission, ils ont dépassé les 100 km. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et en plus, ils ont testé différents trucs. L'un des trucs qu'ils ont testé, c'est qu'ils ont testé un truc de, d'abort mission. Enfin, comment je le traduis en français? Un système de secours, voilà, où si la fusée a un problème, ben, ça éjecte la capsule. Ils l'ont testé quand la fusée était à max Q, donc le moment où elle avait le plus de stress dessus, et ils ont pouf éjecté le truc, et ça s'est bien passé, donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux, et une bonne nouvelle pour l'espace de manière générale. Et en plus de ça, la capsule a été justement au niveau de l'espace, et puis elle est retombée, ils l'ont en un seul morceau évidemment, elle a des petits parachutes et tout pour retomber calmement, et le booster, qui est en dessous, celui-là, a réatterri comme si de rien n'était au sol. Donc leur technologie marche bien. Évidemment, ils ne lancent pas des trucs commerciaux où ce lanceur-là ne pourrait pas. En réalité, il pourrait lancer quelque chose dans l'espace avec, mais genre un petit satellite. Mais le but vraiment, c'est les touristes d'espace. Et ça qui est intéressant avec Blue Origin, c'est qu'ils ont pris un autre chemin que SpaceX. SpaceX, ils ont pris le chemin de on fait quelque chose de commercial le plus vite possible, on lance des satellites et c'est comme ça qu'on fait de l'argent pour développer des plus grosses fusées. L'approche Blue Origin, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs leur motto, je ne sais plus comment il s'appelle leur motto, je ne sais même plus, c'est en gros, ils travaillent à fond sur quelque chose pour être sûr qu'il soit perfectionné, et puis ils passent à la prochaine étape. Et du coup, là, ils ont commencé avec un petit lanceur pour tester le mécanisme de faire atterrir et tout ça. Ils vont le financer avec du tourisme de l'espace, et puis après, ils vont développer, justement, et c'est en développement, New Glenn, qui est le lanceur, le véritable lanceur pour lancer des satellites. Et cette news, parce que j'en arrive évidemment, je voulais un peu parler de Blue Origin parce que j'en ai pas trop parlé sur cette chaîne et je pense qu'on n'en parle pas assez, franchement. C'est que apparemment, d'ici le 5e lancement de New Glenn, cette fusée pourrait lancer 2 satellites en même temps en orbite autour de la Terre et même jusqu'à apparemment une orbite géostationnaire, visiblement selon l'article. Ce qui est assez intéressant parce qu'il y a une seule compagnie qui fait ça à l'heure actuelle, genre lancer vraiment 2 satellites totalement différents, hein, je parle, parce qu'évidemment il y a par exemple SpaceX qui lance des constellations, même les constellations de petits satellites sont lancées plusieurs à la fois, hein. Par exemple SpaceX en lance 12 à la fois pour Iridium, mais là on parle vraiment de 2 gros satellites différents qui prennent de 2 compagnies différentes, hein. Il y a une seule compagnie qui le fait, c'est Ariane Space, qui est la compagnie, c'est l'agence spatiale européenne, hein, pour information. Donc ça leur fout un peu de concurrence, littéralement, donc à voir, ça pourrait être intéressant. Mais ouais. Et du coup, New Glenn, quelques chiffres. Alors, New Glenn est beaucoup plus gros qu'on ne le pense. Elle est sacrément là. Je vais retrouver une image comparative. Ah là c'est une bonne image. Donc voilà New Glenn. Ça, c'est New Glenn avec un 3e stage. Et ça, c'est New Glenn quand elle aura atterri, par exemple. Et comme vous pouvez voir, elle est massive. Elle permettrait même certainement en fait d'envoyer quelque chose sur la Lune, mais apparemment il prévoit une version encore un peu plus grande qui s'appellerait New Armstrong évidemment, pour aller justement vraiment sur la Lune de manière genre potable, pas juste genre envoyer une petite capsule sur la Lune, parce que genre la Saturn V, qui est la fusée qu'on a utilisée pour envoyer des hommes sur la Lune, que vous voyez tout à droite là, qui est une fusée très puissante, même encore par rapport aux fusées à l'heure actuelle. La Falcon Heavy est très puissante, mais la Saturn V la défonce, hein, je tiens à le préciser. C'est pour ça que quand on parle de la Falcon Heavy, c'est la plus puissante fusée en cours de fonctionnement, parce que la Saturn V était beaucoup plus puissante. Et même la navette spatiale était plus puissante, pour information. Et du coup, ça, malgré cette énorme fusée, ils envoyaient juste le tout petit truc au-dessus sur la Lune. Et pas grand-chose d'autre, hein. Ils ont envoyé quelques trucs, mais ils ne pouvaient pas vraiment construire une base avec ça, hein. Donc, avec ça, vous pourriez certainement aussi envoyer genre une petite capsule avec des hommes sur la Lune, mais vous ne pourriez pas vraiment commencer à construire une base lunaire. C'est pour ça que euh, même SpaceX travaille sur le BFR, et c'est pour ça que Blue Origin pourrait faire le New Armstrong, qui serait du coup une version améliorée qui pourrait même envoyer des grosses charges pour justement construire une petite base sur la Lune ou autre chose. Mais bon, c'est quand même une fusée très impressionnante, hein, niveau taille, tout ça. Le plus impressionnant selon moi aussi, c'est leurs moteurs, qui sont apparemment extrêmement efficaces. J'ai pu voir pas mal de trucs là-dessus. Il y avait même une vidéo de Scott Manning, si je me souviens bien. Mais ouais, c'est des moteurs très efficaces qui commencent déjà apparemment à vendre
enfin qui vont vendre à d'autres sociétés spatiales parce qu'ils sont hyper bien conçus. Donc ça, c'est très intéressant et c'est vraiment genre... Le truc, c'est que SpaceX a clairement de l'avance si on regarde de l'extérieur, mais selon moi, Blue Origin, si ça continue, ça va être un rouleau compresseur qui va être... Ils vont... Rien ne les arrêtera vraiment. Hein. Donc ouais, très très intéressant. Et GG à eux pour leur test Russie aussi. Et aussi pour bonne chance pour une New Glenn, je suppose. Bon, bah, du coup, c'est à peu près tout pour le Texama Show de cette semaine-ci. Je pense que j'ai largement dépassé la longueur habituelle, donc je ferai un petit peu plus attention la prochaine fois. On va essayer. J'aimerais bien que le Texama Show fasse 40 minutes. 40 minutes, c'est pas mal. Parce que vous n'êtes pas censé regarder tout, selon moi. C'est genre, vous avez une sélection de news et vous regardez ce que vous voulez. Donc, voilà, comme ça permet aux gens vraiment de prendre ce qu'ils veulent. Et s'il n'y a qu'une news et qu'elle dure 5 minutes, ben voilà, c'est chacun se fait son petit truc. Après, je sais qu'il y en a qui regardent tout. Hein. Donc, chacun son truc. Mais bon. Donc, merci à tous du coup d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'oubliez pas le lien du concours dans la description. N'oubliez pas aussi le Utip si vous voulez soutenir la chaîne. J'en parle souvent, mais c'est très important. Ça vous permet vraiment de permettre, ou en tout cas de me permettre de vivre correctement justement de ce que je fais sur YouTube et de passer encore même plus de temps sur la chaîne Texama parce que j'aimerais vraiment bien, moi je le dis clairement, je veux avoir, j'aimerais que les deux chaînes coexistent et que je vive des deux chaînes et que ce soit pas juste, là actuellement c'est la chaîne principale qui soutient cette chaîne là. Je ne pourrais pas, je pourrais faire des vidéos sur cette chaîne là évidemment, mais moi j'ai envie de faire plus de vidéos, vous voyez, donc ouais, merci à tous en tout cas, ceux qui me soutiennent sur Utip. D'ailleurs aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le Ryzen 2700X, qui est plutôt intéressante selon moi, une petite comparaison par rapport au 1700X sur X370. Donc voilà. Dans tous les cas, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!